J'étais la 12e nounou engagée pour m'occuper de Léa Dubois, 8 ans, fille du PDG milliardaire Jean Dubois. L'agence m'avait prévenu que personne n'avait tenu plus de 3 semaines. L'enfant était impossible, disait-il, gâté au-delà de toute rédemption. Mais quand j'ai rencontré Léa pour la première fois, j'ai reconnu quelque chose que les 11 autres nounous avaient manqué. Avant de commencer, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous cette histoire? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir de la compassion et de la compréhension. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où je suis entré dans le manoir des Dubois et où j'ai rencontré la petite fille qui allait changer ma perspective sur tout. Mon nom est Élise Martin, et j'ai toujours été attiré par les enfants que les autres abandonnent. Avec un diplôme en psychologie de l'enfant et 5 ans d'expérience de travail avec des enfants issus de milieux difficiles, je pensais avoir tout vu. Mais quand l'agence de Nounou Dupont m'a appelé pour le poste chez les Dubois, même moi j'ai hésité. Je vais être honnête avec vous, Élise, dit Madame Dupont, la directrice de l'agence, sa voix tendue par la frustration. C'est notre placement le plus difficile. L'enfant est difficile, extrêmement difficile. Nous avons envoyé 11 nounous dans cette maison au cours de la dernière année et demie, et pas une seule n'a tenu plus de 3 semaines. Qu'est-ce qui la rend si difficile exactement, demandai-je, sincèrement curieuse. Crise de colère, destruction de biens, refus de suivre toute règle ou routine. Elle a jeté de la peinture sur des nounous, caché leurs affaires, et même appelé la police une fois, prétendant qu'une nounou la kidnappait. Le père est à bout. J'avais déjà travaillé avec des enfants difficiles, mais cela semblait extrême, même selon mes standards. Et la mère? Est-elle impliquée dans la discipline? Il y eut une pause. La mère est décédée il y a 2 ans. D'un cancer. Il n'y a plus que Monsieur Dubois et Léa maintenant. Et il est, eh bien, c'est un homme très occupé. Il voyage fréquemment pour les affaires. Soudain, l'image devint plus claire. Une fillette de 8 ans qui avait perdu sa mère avec un père qui utilisait probablement le travail pour faire face à son propre deuil. Pas étonnant que l'enfant se comporte mal. Je prends le poste, dis-je sans hésitation. Élise, je ne pense pas que vous compreniez. Cet enfant a fait pleurer des femmes adultes. Elle a eu plus de nounous que certaines familles en toute une vie. Le salaire est excellent. Monsieur Dubois est désespéré, mais le coût émotionnel. Madame Dupont, j'ai déjà travaillé avec des enfants en deuil. Parfois, le comportement le plus difficile vient de la douleur la plus profonde. Eh bien, soupira-t-elle. Si vous êtes sûr, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un avec un diplôme en psychologie de l'enfant travaillait comme nounou au lieu d'être dans un cadre clinique. La vérité est que j'avais d'abord essayé la voie traditionnelle. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais travaillé 8 mois dans une clinique de santé mentale pour enfants. Et bien que j'ai beaucoup appris, j'étais aussi devenu frustré par les limites du système. Je m'asseyais dans des bureaux stériles avec des enfants qui avaient désespérément besoin d'aide. Mais je ne pouvais les voir que 50 minutes une fois par semaine. Je voyais des enfants faire des percées dans nos séances pour revenir la semaine suivante en ayant régressé parce que leur environnement familial n'avait pas changé. J'avais l'impression de mettre des pansements sur des blessures qui nécessitaient une intervention chirurgicale. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque je travaillais avec un garçon de 6 ans dont les problèmes de comportement à l'école provenaient clairement du chaos à la maison. Je voyais exactement ce dont il avait besoin, de la cohérence, un soutien émotionnel, quelqu'un qui comprenait ses déclencheurs, mais je ne pouvais lui fournir cela qu'1 heure par semaine. Le reste du temps, il était livré à lui-même. C'est là que j'ai réalisé que parfois, la thérapie la plus efficace ne se passe pas dans un bureau. Elle se passe dans la vie quotidienne, dans les moments où les enfants se sentent suffisamment en sécurité pour être vulnérables, dans la constance d'avoir quelqu'un qui les comprend vraiment, présent pour les moments ordinaires qui constituent une enfance. Travailler comme nounou me permettait d'utiliser ma formation en psychologie de manière plus holistique. Au lieu de traiter les symptômes pendant 1 heure par semaine, je pouvais aborder les causes profondes en étant présente tout au long de l'expérience quotidienne d'un enfant. Je pouvais voir des schémas qui n'apparaîtraient peut-être pas dans un cadre clinique, et je pouvais fournir le type de relation thérapeutique constante dont certains enfants ont besoin pour guérir. Mon père pensait que je gaspillais mon éducation, mais je savais que je l'utilisais exactement de la manière dont elle était censée être utilisée, pour aider les enfants non seulement à faire face à leurs problèmes, mais à s'épanouir malgré eux. Le domaine des Dubois était tout ce que j'attendais de la maison d'un milliardaire, des grilles en fer imposantes, une allée circulaire qui pouvait accueillir une 12aine de voitures,
et un manoir qui semblait sorti d'un magazine. Mais en montant les marches du perron, je ne pensais pas à la richesse exposée. Jean Dubois a ouvert la porte lui-même, ce qui m'a surprise. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, probablement dans la fin de la trentaine, avec des yeux fatigués qui parlaient de nuits blanches et d'inquiétudes sans fin. « Mademoiselle Martin, dit-il en tendant la main. Merci d'être venue. Je dois admettre que je ne suis pas optimiste, mais Madame Dupont parle en très bons termes de vos qualifications. Merci pour cette opportunité, Monsieur Dubois. J'ai hâte de rencontrer Léa. » Il me conduisit à travers un hall d'entrée plus grand que tout mon appartement, passant devant un salon qui semblait n'avoir jamais été habité, jusqu'à une salle de séjour qui montrait plus de signes d'utilisation réelle, des livres éparpillés sur les tables, des dessins d'enfants collés au réfrigérateur, des jouets dans un panier près du canapé. Léa, appela-t-il vers l'étage. Descends rencontrer Mademoiselle Martin. La réponse fut immédiate et forte. Non. Je ne veux pas d'une autre nounou stupide. Dites-lui de s'en aller. La mâchoire de Monsieur Dubois se crispa, et je pouvais voir la frustration et l'embarras se battre sur son visage. Je suis désolé, dit-il doucement. Elle est comme ça depuis, eh bien, depuis que sa mère est morte. J'ai tout essayé, thérapie, discipline, récompense, conséquence. Rien ne marche. Combien de temps a-t-elle suivi une thérapie? Environ 6 mois. Mais elle refusait de parler au thérapeute. Elle restait assise en silence ou faisait des crises de colère. Finalement, le thérapeute a dit qu'il ne servait à rien de continuer si Léa ne participait pas. Je hochai la tête, notant cette information. Monsieur Dubois, serait-il possible que je monte la rencontrer? Parfois, les enfants réagissent différemment quand ils sont dans leur propre espace. Il parut sceptique. Vous pouvez essayer, mais je dois vous avertir, elle a déjà jeté des choses sur les nounous. La semaine dernière, elle a vidé une bouteille entière de shampoing sur la nounou numéro 11. Je vais tenter ma chance. Je montai le grand escalier, suivant le son de ce qui semblait être des meubles qu'on déplaçait. Le couloir était bordé de photos de famille. Je pouvais voir la progression, des photos de famille heureuse avec une belle femme blonde qui devait être la mère de Léa, à des photos plus récentes de M. Dubois et Léa seulement, où tous deux semblaient faire trop d'efforts pour sourire. Je trouvai la chambre de Léa au bout du couloir. La porte était fermée, mais je pouvais l'entendre à l'intérieur, apparemment en train de réarranger ses meubles. Je frappai doucement. « Allez-vous-en » fut la réponse immédiate. « Salut, Léa. Je m'appelle Élise. Je ne suis pas là pour te faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. Je voulais juste dire bonjour. J'ai dit allez-vous-en. Je ne veux pas d'une autre nounou stupide. C'est d'accord. Tu n'es pas obligé de vouloir que je sois là. Est-ce que je peux te demander quelque chose, cependant? Silence. Qu'est-il arrivé à la dernière nounou? Celle avec le shampoing. J'entendis un petit rire étouffé de derrière la porte. Elle était méchante, dit Léa. Finalement, elle a dit que j'étais une peste et que ma maman aurait honte de moi. Mon cœur se serra. Pas étonnant que cet enfant se comporte mal. C'était une chose terrible à dire. Ta maman n'aurait jamais honte de toi. Comment le sais-tu? Tu ne connaissais même pas ma maman. Tu as raison. Je ne la connaissais pas. Mais je sais que les mamans aiment leurs enfants quoi qu'il arrive, même quand elles ne sont plus là. Le silence s'étira plus longtemps cette fois. Puis, doucement, est-ce que tu vas essayer de me faire ranger ma chambre, manger des légumes et aller au lito? C'est ce que les autres nounous ont essayé de faire? Oui. Et elle disait que je devais arrêter d'être triste pour maman parce que ça contrariait papa. Je sentis une vague de colère contre les nounous précédentes, mais je gardai ma voix calme. Léa, est-ce que je peux te dire un secret? Quoi? Je pense qu'être triste pour ta maman est tout à fait logique. Je serais triste aussi, si ma maman n'était plus là. Vraiment? Vraiment. En fait, j'ai été très triste quand ma maman est morte. J'étais plus âgé que toi. J'avais 16 ans, mais j'étais quand même très, très triste. La porte s'entr'ouvrit et j'aperçus un petit visage aux cheveux sombres et aux immenses yeux bruns. Ta maman est morte aussi? Oui. Et tu sais quoi? Parfois, je suis encore triste à ce sujet, même si c'était il y a 10 ans. La porte s'ouvrit plus largement et je vis pour la première fois Léa Dubois en entier. Elle était petite pour ses 8 ans,
avec les cheveux sombres de son père, mais ce qui devait être les traits délicats de sa mère. Elle portait une robe de princesse qui avait connu des jours meilleurs. Mais ce qui se passa ensuite me prit complètement au dépourvu. « Je ne te crois pas, dit Léa, sa voix soudainement dure et méfiante. Tu dis juste ça pour que je t'aime bien. Toutes les nounous mentent. Je ne mens pas, Léa. Ma mère est vraiment morte quand j'avais. Prouve-le, cria-t-elle soudainement, son visage se tordant de rage. Tout le monde ment. Tout le monde dit des choses pour que je sois sage et puis ils s'en vont. Avant que je puisse réagir, elle attrapa une petite figurine en céramique sur sa commode et me la lança. J'esquivai et elle se brisa contre le mur derrière moi. Léa, je comprends que tu sois en colère. Non, tu ne comprends pas. Elle était maintenant en pleine crise, attrapant tout ce qui était à sa portée et le jetant. Un livre vola près de ma tête, suivi d'un animal en peluche, puis d'un cadre photo qui s'écrasa sur le sol. Je te déteste. Je vous déteste tous. Je veux ma maman. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête passa. Léa s'effondra au milieu de la destruction qu'elle avait créée, sanglotant avec ce son brut et brisé qui vient des profondeurs du deuil. J'entendis des pas courir dans les escaliers, Monsieur Dubois, sans doute alerté par le bruit, mais je levai la main quand il apparut à l'embrasure de la porte, lui faisant signe d'attendre. Lentement, prudemment, j'entrai dans la pièce et m'assis sur le sol à environ 2 mètres de Léa. Pas assez près pour l'envahir, mais assez près pour qu'elle sache que je ne partais pas. Je ne sais pas si tu dis la vérité sur ma mère. Et tu as raison de penser que d'autres personnes t'ont probablement menti. Les sanglots de Léa se calmèrent légèrement, bien qu'elle ne leva pas les yeux. Et tu as absolument raison de dire que je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas ce que c'est que d'être toi ou ce que c'est que de perdre sa maman quand on a 8 ans. Elle jeta un coup d'œil à travers ses doigts. Mais je comprends ce que c'est que d'être si en colère et si triste qu'on a envie de tout casser autour de soi. Je comprends ce que c'est que d'avoir l'impression que tout le monde vous ment ou essaie de vous faire sentir mieux avec des mots qui ne veulent rien dire. Tu comprends, chuchota TL. Eh bien, j'ai beaucoup crié sur mon père et j'ai dit à mes professeurs que je les détestais même quand je ne le pensais pas vraiment. Et j'ai aussi cassé des choses qui étaient importantes pour mon père. J'ai jeté la tasse à café de mon père contre le mur parce que j'étais tellement en colère qu'il buvait du café comme si tout était normal alors que plus rien ne serait jamais normal. Léa se redressa légèrement, s'essuyant le nez sur sa manche. Tu as eu des ennuis? Oui. Mais tu sais ce que mon père m'a dit après? Quoi? Il a dit, je comprends pourquoi tu es en colère. Je suis en colère aussi. Mais la prochaine fois que tu auras envie de casser quelque chose, trouvons quelque chose qu'on a le droit de casser pour ne pas te blesser ou casser quelque chose d'important. Vraiment? Vraiment. Et puis il m'a donné une boîte de vieilles assiettes dont nous n'avions plus besoin. Et chaque fois que j'avais envie de casser quelque chose, je pouvais en prendre une dehors et la fracasser contre la clôture. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Léa parut véritablement curieuse au lieu d'être en colère ou sur la défensive. Ça a aidé. Oui. Non pas parce que casser des choses a arrangé quoi que ce soit, mais parce que quelqu'un a enfin compris que j'avais besoin de sortir ces sentiments de colère d'une manière ou d'une autre. Léa regarda le chaos qu'elle avait créé, des morceaux de figurines cassés, des jouets éparpillés, des meubles renversés. J'ai fait un grand désordre. Oui. Mais les désordres peuvent être nettoyés. Et tu sais quoi? Je pense que tu avais besoin de faire ce désordre. Je pense que tu avais besoin de me montrer à quel point tu es en colère et triste. Vraiment? Je le pense. Parce que maintenant je sais. Maintenant je sais que tu n'es pas juste une petite fille qui fait des crises. Tu es une petite fille à qui sa maman manque tellement que parfois les sentiments deviennent trop grands pour que ton corps puisse les contenir. Léa me fixa longuement, comme si elle essayait de décider si elle devait me faire confiance ou me jeter autre chose. Finalement, elle dit, « Veux-tu m'aider à nettoyer ?» Bien sûr que oui. Alors que nous travaillions ensemble pour remettre sa chambre en ordre, je pouvais sentir Monsieur Dubois nous observer depuis l'embrasure de la porte. Quand Léa trouva les morceaux de la figurine en céramique, elle se remit à pleurer. J'ai cassé la ballerine de maman. Elle me l'avait donnée avant de mourir, et maintenant elle est cassée. Je suis désolé, ma chérie. Ça doit être terrible. Je casse tout ce qui est bien, dit-elle, sa voix petite et défaite. Non, ce n'est pas vrai. Tu as cassé une chose quand tu ressentais de très grandes émotions.
Ça ne veut pas dire que tu casses tout ce qui est bien. Mais si c'est le cas? Et si je te casse toi aussi? Léa, dis-je en m'asseyant à côté d'elle avec les morceaux cassés dans mes mains. Les gens ne sont pas comme des figurines. On ne se casse pas si facilement. Et même si on se blesse parfois, on peut guérir. Promis? Promis. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on peut réparer cette ballerine aussi. Parfois, les choses cassées peuvent être remises ensemble d'une manière qui les rend encore plus spéciales. D'accord. Tu aimes ma chambre? J'ai déplacé tous les meubles pour que ce soit différent. C'est là que j'ai vraiment regardé la pièce, et ça m'a brisé le cœur. Léa avait en effet réarrangé tous ses meubles, mais pas au hasard. Elle avait tout poussé, son lit, sa commode, son coffre à jouer contre les murs, laissant le centre de la pièce complètement vide. C'était comme si elle avait créé une barrière autour d'elle, une forteresse de meubles pour tenir le monde à l'écart. C'est très créatif, dis-je, sincèrement. Tu as créé ton propre espace spécial au milieu. L'autre nounou a dit que c'était en désordre et m'a fait tout remettre en place. Eh bien, je trouve ça intéressant. Peux-tu me dire pourquoi tu voulais que ce soit comme ça? Léa s'assit au centre de son espace vide, les jambes croisées sur le tapis. Parce que quand tout est repoussé, rien ne peut me tomber dessus, se casser ou disparaître. La sagesse et la douleur de cette déclaration me coupèrent le souffle. Cet enfant avait appris que les choses et les gens qu'elle aimait pouvaient disparaître sans avertissement. Alors, elle essayait de contrôler son environnement de la seule manière qu'elle connaissait. Je m'assis en face d'elle dans l'espace vide. C'est très logique. Quand les choses disparaissent, c'est effrayant. Maman a disparu, dit Léa d'un ton neutre. Papa a dit qu'elle est allée au paradis, mais je pense qu'elle est juste partie parce que j'étais méchante. Oh, ma chérie, non. Ta maman n'est pas partie parce que tu étais méchante. Elle est tombée malade. Et parfois, quand les gens tombent très malades, leur corps arrête de fonctionner even though they don't want to live. Mais si j'avais été meilleure, peut-être qu'elle aurait essayé plus fort de rester. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Cette petite fille portait le poids d'une culpabilité imaginaire depuis 2 ans, et personne ne l'avait aidée à comprendre que la mort de sa mère n'était pas de sa faute. Léa, est-ce que je peux te dire quelque chose de très important? Elle hocha la tête. Quand ma maman est morte, j'ai pensé que c'était de ma faute aussi. J'ai pensé que si j'avais été une meilleure fille, ou si j'avais plus aidé à la maison, ou si je lui avais dit plus souvent que je l'aimais, peut-être qu'elle ne serait pas tombée malade. C'était de ta faute? Non, ce n'était pas le cas. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Les mamans ne meurent pas parce que leurs enfants sont méchants. Elles meurent parce que parfois les corps tombent malades d'une manière que les médecins ne peuvent pas réparer, peu importe l'amour qu'il y a. Léa resta silencieuse un long moment, grattant le tapis. Finalement, elle dit, l'autre nounou a dit que je devais arrêter de penser à maman et me concentrer sur le fait d'être sage pour papa. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elles étaient stupides. Je ne veux pas arrêter de penser à maman. Si j'arrête de penser à elle, je pourrais l'oublier. Tu as absolument raison. Tu ne devrais jamais arrêter de penser à ta maman. Penser aux personnes que nous aimons et qui ne sont plus là est l'une des façons de les garder près de nous. Vraiment? Vraiment. Veux-tu me parler de ta maman? Comment était-elle? Pendant l'heure qui suivit, Léa me parla de sa mère. Elle me raconta comment sa mère faisait des crêpes en forme amusante. Comment elle lisait 3 histoires pour s'endormir au lieu d'une. Comment elle sentait les fleurs et savait toujours exactement quoi dire quand Léa avait peur ou était triste. Elle me brossait les cheveux tous les soirs, dit Léa en touchant ses mèches emmêlées. Sans coup de brosse. Elle disait que ça les rendrait brillants comme ceux d'une princesse. Ça semble adorable. Est-ce que tu te brosses encore les cheveux? Papa essaie parfois, mais il ne sait pas comment faire. Et les nounous veulent juste les attacher en queue de cheval pour qu'ils ne gênent pas. Voudrais-tu que je te brosse les cheveux? Je pourrais essayer de le faire comme ta maman le faisait. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Tu ferais ça? Bien sûr. Allons chercher ta brosse. Pendant que je brossais doucement les cheveux de Léa, comptant à voix haute jusqu'à 100, tout comme sa mère le faisait, je sentais une partie de la tension quitter son petit corps. Il ne s'agissait pas de soins capillaires. Il s'agissait de connexion, d'honorer la mémoire de sa mère, de montrer à Léa que les choses que sa mère faisait pour elle étaient importantes et méritaient d'être perpétuées. Élise, dit Léa quand j'eus fini. Oui.
Est-ce que tu vas partir comme les autres nounous? Je vais essayer très fort de rester si tu me le permets. Et si je suis méchante? Si je fais des crises ou que je casse des choses? Alors nous trouverons ensemble pourquoi tu te sens contrarié et nous trouverons de meilleures façons de gérer ces grands sentiments. Tu ne me diras pas que je suis une peste? Jamais. Tu n'es pas une peste, Léa. Tu es une petite fille à qui sa maman manque beaucoup, et c'est tout à fait normal et acceptable. Quand Monsieur Dubois vint voir comment nous allions une heure plus tard, il nous trouva assises sur le lit de Léa, regardant un album photo de sa mère. Léa était blottie contre moi, montrant des photos et me racontant des histoires sur chacune d'elles. Elle n'a jamais, commença-t-il, puis s'arrêta, nous regardant avec stupéfaction. Elle n'a jamais laissé aucune autre nounou regarder ses photos. Papa, dit Léa en se levant d'un bond. La maman d'Élise est morte aussi, tout comme la mienne. Et elle a dit que c'est normal d'être triste et que c'est normal de penser à maman. Les yeux de Monsieur Dubois croisèrent les miens par-dessus la tête de Léa, et je vis quelque chose changer dans son expression, la surprise, le soulagement, et peut-être la première lueur d'espoir qu'il ressentait depuis longtemps. Vraiment, dit-il en s'asseyant sur le lit à côté de nous. Qu'est-ce qu'Élise t'a dit d'autre? Elle a dit que je ne suis pas une peste. Je regardais le visage de M. Dubois pendant que sa fille parlait, et je pus voir le moment où il réalisa que Léa n'était pas aussi difficile qu'il le pensait. La douleur et la culpabilité qui traversèrent ses traits me dirent qu'il avait été si perdu dans son propre deuil qu'il n'avait pas vu celui de sa fille. Au cours des semaines suivantes, je m'installai dans une routine avec Léa qui ne ressemblait à rien de ce que les nounous précédentes avaient tenté. Au lieu d'essayer d'imposer une structure et une discipline, je me suis concentré sur l'aide à apporter pour qu'elle puisse gérer son deuil et trouver des moyens sains d'exprimer ses émotions. Nous avons créé une boîte à souvenirs pour sa mère, la remplissant de photos, de lettres et de petits souvenirs. Nous avons planté un jardin dans l'arrière-cour avec les fleurs préférées de sa mère. Nous avons établi des rituels au coucher qui honoraient la mémoire de sa mère tout en créant de nouvelles traditions. Plus important encore, nous parlions tous les jours. Nous parlions de sentiments, la tristesse, la colère, la peur, la confusion. J'ai appris à Léa que tous les sentiments étaient acceptables, mais qu'il y avait de bonnes et de moins bonnes façons de les exprimer. Quand tu te sens en colère, expliquai-je un jour après qu'elle ait eu une petite crise à cause d'un jouet cassé, c'est normal de ressentir ça, mais au lieu de jeter des choses ou de crier, quelles sont les autres choses que tu pourrais faire? Je pourrais te dire que je suis en colère. C'est une excellente idée. Quoi d'autre? Je pourrais dessiner un dessin de colère. Parfait. Ou tu pourrais frapper un oreiller, courir dans le jardin ou faire des sauts à cloche-pied. Il y a beaucoup de façons de faire sortir les sentiments de colère sans te blesser, ni blesser les autres, ni casser des choses. Les crises de colère ne s'arrêtèrent pas immédiatement, mais elles devinrent moins fréquentes et moins intenses. Plus important encore, Léa commença à venir me voir quand elle se sentait contrariée au lieu de refouler ses émotions jusqu'à ce qu'elles explosent. Élise, dit-elle un après-midi, me trouvant dans la cuisine où je préparais son goûter. Je me sens triste à propos de maman aujourd'hui. Merci de me le dire, dis-je en m'asseyant à table avec elle. Sais-tu ce qui te rend particulièrement triste aujourd'hui? Thomas à l'école a dit que sa maman venait à la pièce de théâtre de l'école la semaine prochaine et je me suis souvenu que ma maman ne pourra plus jamais venir à ma pièce de théâtre. Ça a dû être très difficile à entendre. Oui. Et je voulais pousser Thomas, mais je me suis souvenu de ce que tu as dit sur les sentiments de colère, alors je suis venu te le dire à la place. Je suis si fier que tu aies fait ce choix. Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir mieux maintenant? Pouvons-nous regarder la photo de maman à ma dernière pièce de théâtre? Bien sûr que nous le pouvons. Ces moments de connexion et d'honnêteté émotionnelle transformaient Léa, d'une enfant qui exprimait tout par un comportement destructeur en une petite fille qui apprenait à identifier et à communiquer ses sentiments. Mais la véritable percée est survenue 6 semaines après mon entrée en fonction, lorsque Monsieur Dubois est revenu d'un voyage d'affaires pour trouver un foyer très différent de celui qu'il avait quitté. Il est rentré un vendredi soir pour nous trouver, Léa et moi, dans la cuisine en train de préparer le dîner ensemble. Léa était debout sur un marchepied, remuant soigneusement une marmite de soupe pendant que je coupais des légumes à proximité. Elle bavardait joyeusement de sa journée à l'école, me parlant d'un livre qu'elle avait lu et d'un dessin qu'elle avait fait. Papa, appela-t-elle en le voyant, mais au lieu de courir immédiatement vers lui, elle se retourna vers la cuisinière. Je dois continuer à remuer sinon la soupe va brûler. Élise m'a appris à cuisiner. Monsieur Dubois se tenait à l'embrasure de la porte, regardant la scène devant lui. Elle cuisine.
Nous avons travaillé sur les compétences de la vie courante, cuisiner, nettoyer, prendre soin d'elle-même. Cela lui donne un sentiment de contrôle et d'accomplissement. Et elle n'est pas. Il fit une pause, regardant autour de la cuisine, qui était certes un peu en désordre, mais pas détruite. Il n'y a pas de crise de colère, pas de vaisselle cassée. Papa, je suis une gentille fille, dit Léa d'un ton neutre. Enfin, parfois je ne le suis pas, mais la plupart du temps, je le suis. Élise m'a appris que quand j'ai envie de faire une crise, je devrais plutôt lui dire ce qui ne va pas. Vraiment? Oui. Et elle m'a appris que c'est normal de regretter maman et que regretter maman ne veut pas dire que je ne peux pas être heureuse parfois aussi. Je regardais le visage de Monsieur Dubois alors qu'il assimilait ce que sa fille lui disait. Le soulagement et l'étonnement sur son visage étaient indéniables. Monsieur Dubois, dis-je doucement pendant que Léa se concentrait sur son agitation. Pourrions-nous parler après le dîner? Il y a certaines choses dont j'aimerais discuter avec vous concernant les progrès de Léa. Bien sûr. Et Élise, merci. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est la maison la plus paisible que j'ai vue depuis la mort de maman. Léa termina, sans lever les yeux de sa soupe. C'est bon de le dire, papa. Élise dit que parler des choses tristes les rend moins effrayantes. Après le dîner, pendant que Léa jouait dans sa chambre, Monsieur Dubois et moi nous sommes assis dans son bureau. Je pouvais voir l'épuisement sur son visage, le poids de 2 années de parentalité solo d'une enfant en deuil tout en gérant son propre chagrin et une carrière exigeante. Je dois vous demander quelque chose. Qu'avez-vous fait que 11 autres nounous n'ont pas pu faire? Comment l'avez-vous atteinte? J'ai écouté ce que son comportement me disait au lieu d'essayer simplement d'arrêter le comportement. Léa ne se comportait pas mal parce qu'elle était gâtée ou indisciplinée. Elle se comportait mal parce qu'elle se noyait dans un chagrin et une culpabilité que personne ne l'avait aidée à gérer. Culpabilité? Elle se blâmait pour la mort de sa mère. Elle pensait que si elle avait été une meilleure enfant, sa mère aurait essayé plus fort de rester en vie. Le visage de Monsieur Dubois devint pâle. Elle ne me l'a jamais dit. Les enfants n'ont souvent pas les mots pour exprimer ce genre de sentiments complexes. Au lieu de cela, ils les expriment par leur comportement. Les crises de colère, la destruction, le refus de créer des liens avec de nouveaux soignants. C'était sa façon de dire, je souffre et je ne sais pas comment gérer ça. Mais nous avons essayé la thérapie. Parfois, les enfants ne sont pas prêts pour une thérapie formelle tout de suite. Parfois, ils ont besoin de se sentir en sécurité et compris d'abord. Léa avait besoin que quelqu'un valide ses sentiments et l'aide à comprendre que le deuil est normal et sain, pas quelque chose à surmonter rapidement. Monsieur Dubois resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre le jardin où Léa et moi avions planté les fleurs de sa mère. Je l'ai laissé tomber, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas laissé tomber. Vous étiez en deuil aussi. Et vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez. Mais Monsieur Dubois, je pense que Léa n'est pas la seule qui a besoin de surmonter cette perte. Que voulez-vous dire? Quand avez-vous parlé de votre femme pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous permis de faire votre deuil au lieu de simplement rester occupé par le travail? Son rire était amer. Je n'ai pas le temps de faire mon deuil. J'ai une entreprise à diriger et une fille à élever. Mais rester occupé ne fait pas disparaître le chagrin. Il ne fait que le reporter. Et les enfants sont très perspicaces. Léa peut sentir que vous évitez votre propre douleur, ce qui lui donne l'impression qu'elle doit aussi éviter la sienne. Alors, que suggérez-vous? Je pense que vous devriez envisager une thérapie pour vous-même. Et je pense que vous et Léa devriez passer plus de temps à parler de sa mère ensemble. Elle a besoin de savoir qu'il est sûr de regretter sa mère avec vous, qu'elle n'a pas à vous protéger de son chagrin. Je ne sais juste pas comment lui en parler. Chaque fois qu'elle mentionne sa mère, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. C'est normal. C'est normal de pleurer devant votre fille. Cela lui montre que le deuil est normal et que sa mère vous manque aussi. Au cours des mois suivants, j'ai vu la famille Dubois guérir lentement. Monsieur Dubois a commencé une thérapie et a commencé à travailler moins d'heures, passant plus de temps à la maison avec Léa. Ils ont établi de nouvelles traditions tout en honorant les anciennes. Ils ont visité ensemble la tombe de sa mère le jour de son anniversaire. Ils ont cuisiné ses plats préférés lors d'occasions spéciales et ils ont parlé d'elle ouvertement et honnêtement. Léa a continué à s'épanouir. Ses crises de colère sont devenues rares. Et quand elle avait des moments difficiles, elle avait les outils pour communiquer ce qu'elle ressentait au lieu de simplement mal se comporter.
Elle s'est fait des amis à l'école, a participé à des activités et a lentement commencé à croire que les personnes qu'elle aimait ne disparaîtraient pas sans avertissement. Élise, dit-elle un soir alors que je l'abordais. Je ne suis pas triste pour maman aujourd'hui. C'est bien. Tu n'es pas obligé d'être triste tous les jours. Je sais, mais je voulais te le dire parce que je pensais que si je n'étais pas triste, ça voulait dire que je l'oubliais. Mais maintenant je sais que je peux être heureuse et me souvenir d'elle quand même. C'est exactement ça. Ta maman voudrait que tu sois heureuse. Je pense qu'elle t'aimerait bien, dit Léa d'un air pensif. Je pense qu'elle serait contente que tu sois venue t'occuper de moi. Je pense qu'elle serait fière de voir à quel point tu es devenue courageuse et forte. 1 an et demi après avoir commencé à travailler pour la famille Dubois, Monsieur Dubois m'a appelé dans son bureau pour ce que je pensais être un bilan de routine sur les progrès de Léa. Élise, dit-il, je dois vous dire quelque chose. On m'a offert un poste qui nous obligerait à déménager à Paris pour 2 ans. Mon cœur se serra. J'en étais venu à aimer cette famille, et l'idée de les quitter me semblait dévastatrice. Je voulais vous demander si vous envisageriez de venir avec nous. Vous êtes devenu une partie si importante de nos vies et je ne peux pas imaginer que Léa doive s'adapter à une nouvelle personne pour s'occuper d'elle, surtout avec un si grand déménagement. Vous voulez que je vienne à Paris? Je veux que vous veniez ou que nous allions. Élise, vous avez sauvé ma fille. Vous avez sauvé notre famille. Je sais qu'être nounou n'était pas censé être une carrière permanente pour vous, mais j'espère que vous envisagerez de rester avec nous à long terme. Nous paierons pour que vous continuiez vos études si vous le souhaitez, nous soutiendrons tous les objectifs que vous avez, mais s'il vous plaît, ne nous quittez pas. Je regardais cet homme qui avait appris à être vulnérable, à faire son deuil ouvertement, à faire passer les besoins émotionnels de sa fille avant sa propre commodité. Je pensais à Léa, qui s'était transformée d'une enfant en colère et destructrice en une petite fille confiante et émotionnellement intelligente qui savait comment demander ce dont elle avait besoin. Monsieur Dubois, dis-je, je ne vois rien que je préférerais faire que de continuer à faire partie de la vie de Léa. Fidèle à sa parole, Monsieur Dubois a soutenu la poursuite de mes études tout au long de notre temps ensemble. Tout en m'occupant de Léa, j'ai terminé ma maîtrise en psychologie de l'enfant grâce à des cours en ligne et à des sessions intensives le week-end. La famille Dubois a adapté son emploi du temps pour accommoder mes études, Monsieur Dubois prenant souvent en charge les rituels du coucher lorsque j'avais des cours du soir ou des examens. « Pourquoi étudies-tu encore » demanda Léa un soir, me trouvant à la table de la cuisine avec des manuels étalés autour de moi. « Tu sais déjà comment aider les enfants. »« Parce qu'il y a toujours plus à apprendre, expliquai-je. Chaque enfant est différent, et je veux m'assurer d'avoir tous les outils nécessaires pour les aider. Est-ce que tu apprends des choses sur les enfants comme moi? J'apprends sur toutes sortes d'enfants. Les enfants qui sont tristes, les enfants qui sont en colère, les enfants qui ont peur, les enfants qui ont du mal à se faire des amis. Plus j'en apprends, mieux je peux aider. Mes études prirent un nouveau sens alors que j'appliquais des concepts théoriques à des situations réelles avec Léa. J'ai rédigé ma thèse de maîtrise sur l'attachement et le deuil dans la petite enfance, en m'inspirant fortement de mes expériences avec la famille Dubois tout en préservant leur vie privée et leur anonymat. J'ai également suivi une formation spécialisée en thérapie par le jeu, en art-thérapie et en soins tenant compte des traumatismes. M. Dubois a payé pour que j'assiste à des conférences et à des ateliers, comprenant que mon développement professionnel profitait directement à sa fille. Élise n'est pas seulement notre nounou, l'ai-je entendu dire à un collègue une fois. C'est une spécialiste du développement de l'enfant qui se trouve vivre avec nous. Léa reçoit le genre de soins experts et individualisés auxquels la plupart des familles ne pourraient jamais accéder. Pendant notre séjour à Paris, j'ai pris contact avec des psychologues pour enfants à l'hôpital Necker-Enfants Malades, observant leur travail et apprenant différentes approches thérapeutiques. J'ai même créé un groupe de soutien pour les familles expatriées confrontées au deuil et aux traumatismes infantiles. Je veux faire ce que tu fais quand je serai grande, me dit Léa un jour alors qu'elle me regardait préparer le matériel pour le groupe de soutien. Que penses-tu que je fais, demandai-je, curieuse de sa perspective. Tu aides les enfants à se sentir mieux quand ils sont tristes ou qu'ils ont peur. Tu les écoutes et tu n'essaies pas de les empêcher de ressentir des choses. C'est une assez bonne description. Aimerais-tu aider les enfants un jour? Peut-être. Ou peut-être que j'aiderai les adultes qui ne savent pas comment aider les enfants. Comme papa avant que tu n'arrives. Sa perspicacité ne cessait de m'étonner. À 11 ans, elle avait une compréhension sophistiquée de l'intelligence émotionnelle que beaucoup d'adultes n'avaient pas. Sa mère lui manque toujours, et lui manquera probablement toujours, mais elle a appris que le deuil et la joie peuvent coexister.
Que aimer quelqu'un qui est parti ne signifie pas que vous ne pouvez pas aimer les gens qui sont ici. M. Dubois s'est remarié avec une femme merveilleuse nommée Sophie, qui comprend qu'elle ne remplace pas la mère de Léa, mais qu'elle s'ajoute à leur famille. C'est Léa qui a suggéré que Sophie et son père devraient se marier, et elle a aidé à planifier le mariage. Je pense que maman aimerait Sophie et je pense qu'elle serait heureuse que papa ne soit plus triste tout le temps, m'a-t-elle dit alors que nous choisissions des fleurs pour la cérémonie. Quant à moi, j'ai découvert que parfois, le travail le plus important que nous accomplissons n'est pas la carrière que nous avions prévue, mais la vie dans laquelle nous tombons lorsque nous suivons notre cœur au lieu de nos attentes. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir un membre permanent de la famille Dubois, mais je ne peux pas imaginer ma vie autrement. J'ai appris que les enfants qualifiés de difficiles ou d'impossibles sont souvent simplement des enfants qui souffrent d'une manière que les adultes ne comprennent pas. J'ai appris que le deuil ne suit pas un calendrier et que la guérison se produit non pas lorsque nous arrêtons de regretter les personnes que nous avons perdues, mais lorsque nous apprenons à porter notre amour pour elles à côté de notre amour pour les personnes qui sont encore là. Léa a encore des moments où sa mère lui manque intensément, où le chagrin la frappe comme une vague. Mais maintenant, elle a les outils pour surfer sur ces vagues au lieu d'être emportée par elles. Et elle a une famille, biologique et choisie, qui la maintiendra stable jusqu'à ce que la tempête passe. La petite fille qui poussait autrefois tous ses meubles contre les murs pour se protéger de la perte a appris que l'amour vaut le risque de le perdre. Et la nounou qui était censée être temporaire a trouvé son foyer permanent dans l'espace entre le deuil et la guérison, dans le magnifique désordre d'une famille qui réapprend à aimer. Une histoire absolument puissante sur le fait de voir au-delà du comportement difficile la douleur sous-jacente et comment parfois les enfants les plus difficiles sont ceux qui ont le plus besoin de nous. Que pensez-vous de l'approche d'Élise pour aider Léa à surmonter son deuil au lieu d'essayer simplement de contrôler son comportement? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette histoire réconfortante sur la guérison, la famille et le pouvoir de la compréhension, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui célèbrent les liens que nous choisissons de créer. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.